Dans le procès Sarkozy, au lieu de dire procès Sarkozy, on dit procès Bismuth, Paul Bismuth. Encore une fois, je n'ai aucun doute, nous démontrons ces réquisitions et que ce sera très facile pour nous de le faire. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arissoa. 4 ans de prison, dont 2 fermes requis contre un ancien président de la République. La chose est inédite et le procès Bismuth n'est pas la seule affaire qui menace Nicolas Sarkozy. On vous explique. Un tarif de groupe, voilà ce qu'a requis le procureur financier pour Nicolas Sarkozy, son avocat historique Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert, tous 3 jugés pour corruption et trafic d'influence. Si vous n'avez rien suivi, pas de panique. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, on va voir que ce sont des affaires qui s'imbriquent les unes dans les autres. L'affaire Bettencourt, l'affaire des écoutes, l'affaire libyenne. Vous allez voir que c'est un peu long à résumer, mais pas si compliqué à comprendre, enfin j'espère. Et puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi on appelle ça l'affaire Paul Bismuth. Qui est ce Paul Bismuth? Pourquoi on appelle ça l'affaire des écoutes? Qui a écouté qui? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arissoa. On commence par rembobiner l'histoire et là, il faut aller jusqu'en 2014. Alors, c'est une époque où des magistrats, le parquet financier, enquêtent sur un possible financement libyen, donc par Kadhafi, de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, la première, celle de 2007. Donc, Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, sont placés sur écoute dans le cadre de cette affaire. Mais les écoutes vont révéler une autre affaire, c'est-à-dire qu'au milieu de ces conversations, ces dizaines et ces dizaines de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, il apparaît qu'ils parlent ensemble d'un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, qui pourrait les aider contre un coup de main. C'est-à-dire que si on l'aidait à avoir un poste à Monaco, alors peut-être il pourrait nous donner des informations sur une autre affaire en cours, et c'est le début de ce qu'on a appelé l'affaire des écoutes ou l'affaire Paul Bismuth. Quel genre de coup de main pouvait donner Gilbert Azibert à Nicolas Sarkozy à ce stade? Alors, on arrive à une troisième affaire, c'est l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy avait été poursuivi pour abus de faiblesse sur la femme la plus riche de France, l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Finalement, dans cette affaire, il a obtenu un non-lieu, il a été définitivement innocenté. Et à ce moment-là, il a demandé à la justice à récupérer ses carnets, c'est-à-dire ses agendas de président de la République qui avaient été saisis dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Et la justice, au lieu de lui rendre, puisqu'il venait d'être innocenté, a demandé à les garder parce que ça pouvait servir dans le cadre d'autres instructions. Et Nicolas Sarkozy, il l'a mal pris, donc il a fait un recours auprès de la Cour de cassation pour récupérer ces fameux carnets. C'était assez symbolique, c'est pas un enjeu énorme, parce que de toute façon, tout ce qu'il y avait dans les carnets, ça avait été photocopié 40 000 fois. Mais il voulait récupérer ces carnets, la justice ne voulait pas lui rendre, et donc il s'est tourné vers la Cour de cassation, et donc Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, pouvait leur donner des petits coups de main pour savoir comment ça se passait, quand ça allait être jugé, que pensaient les uns les autres, etc. C'est le soupçon des magistrats que Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, aient une sorte de deal avec Gilbert Azibert. Tu nous aides dans le cadre de cette procédure pour récupérer les carnets. En échange, on t'aide à avoir un poste à Monaco. Ce poste à Monaco pour Gilbert Azibert, ça a été vraiment un des enjeux du procès qui a duré 3 semaines. Est-ce que Nicolas Sarkozy est intervenu pour que Gilbert Azibert obtienne ce poste? En tout cas, l'accusation ne l'a pas du tout démontré, puisque des commissions rogatoires, des juges sont allés à Monaco et les monégasques ont dit non, Nicolas Sarkozy n'est pas intervenu auprès de nous pour que nous nommions Gilbert Azibert à ce poste de magistrat dans la principauté. Donc ça, c'est pas établi. Nicolas Sarkozy dit que l'intervention n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce qu'on voit sur les écoutes? On voit qu'effectivement, Nicolas Sarkozy dit une fois à son avocat, ça tombe bien, effectivement, je vais à Monaco ce week-end, j'essaierai d'en parler aux autorités là-bas. Et puis, de retour de ce voyage, il dit, non, finalement, je ne l'ai pas senti, je ne suis pas intervenu. Alors, le parquet, il dit 2 choses. Il dit d'abord que cette deuxième écoute où Nicolas Sarkozy dit, je ne suis pas intervenu, c'est peut-être qu'entre-temps, il savait qu'il était sur écoute et donc il se dédouanait, ça c'est le premier soupçon. Et puis, ce que dit le parquet, surtout, c'est que peu importe que l'intervention ait eu lieu ou pas, d'après le parquet, ce qui est établi, c'est qu'ils en ont parlé, ils ont voulu le faire, ils ont proposé à un magistrat un coup de main, un coup de piston en échange d'informations confidentielles et que même si ça n'a pas eu lieu, même si finalement il n'a pas eu le poste, l'intention délictuelle existait. C'est ce qu'a défendu l'accusation pendant le procès. Évidemment, comme les enregistrements ne sont pas autorisés lors d'un procès, vous n'aurez pas de son cette fois, mais je vais vous lire un extrait du réquisitoire qu'a fait le procureur du parquet financier.
les faits ne se seraient pas produits si un ancien président, avocat par ailleurs, avait gardé présent à l'esprit la grandeur, la responsabilité et les devoirs de la charge qui fut la sienne. La République n'oublie pas ses présidents. À l'inverse, on ne peut pas admettre d'un ancien président qu'il oublie la République et ce qu'elle porte depuis plusieurs décennies, un État de droit. Il y a un nom qu'on a laissé de côté depuis le début de ce podcast, c'est Paul Bismuth, et en l'occurrence, tout est centré autour de lui, autour de ce nom qui a été utilisé pour ouvrir une fausse ligne téléphonique. Voilà, alors Paul Bismuth, c'est un copain de lycée de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Il y a 50 ans maintenant, ils étaient ensemble au lycée, c'était à Paris. Depuis, Paul Bismuth, il a fait sa vie, il est devenu promoteur immobilier en Israël, il vit à Tel Aviv, il n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi on appelle ça l'affaire Paul Bismuth? C'est qu'à un moment, Nicolas Sarkozy et son avocat ont su qu'ils étaient sur écoute. Ils ont donc décidé de prendre une autre ligne de téléphone sous un faux nom. En l'occurrence, ils ont acheté SFR la carte, comme on ferait vous et moi. On va au tabac, on achète, on vous demande un nom. Et Thierry Herzog, il a donné le nom de Paul Bismuth pour ouvrir cette ligne clandestine. Alors c'est effectivement quelque chose qui a été énormément reproché. Dans l'arrêt de renvoi, on dit que ce sont des méthodes dignes de gangsters, de voyous, de dealers, de s'acheter une fausse ligne téléphonique pour communiquer. À l'audience, Nicolas Sarkozy, il a dit attendez, moi je n'avais pas envie d'être écouté tout le temps, j'ai le droit d'avoir des conversations privées. Il a expliqué qu'aujourd'hui, sans doute, il aurait communiqué par WhatsApp ou par Telegram. Aujourd'hui, il y a des lignes qui sont un petit peu protégées des écoutes. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc il a dit, en fait, c'était un peu mon WhatsApp de l'époque. Paul Bismuth, comme on le disait, il a été mêlé à toute cette histoire alors qu'il n'y est pour rien. Son nom est sorti partout. Son avocat était présent à l'ouverture du procès de Nicolas Sarkozy. Il est venu pour dénoncer la bêtise de Thierry Herzog d'avoir utilisé le nom de son ancien camarade de classe. Mais qui a eu cette folle idée d'utiliser le prénom d'un camarade de classe? Il n'a pas eu d'explication de l'un ou de l'autre. La bêtise, je pense. L'explication, c'est la bêtise. Enfin, je ne sais pas, c'est la précipitation, la bêtise. Enfin, je ne comprends pas. Moi-même, je n'aurais pas fait un truc pareil. Au-delà du fond de l'affaire sur la corruption et le trafic d'influence, il y a un vrai débat sur la forme, sur est-ce qu'il avait le droit d'ouvrir une ligne téléphonique à un nom qui n'était pas le sien, et d'un autre côté, est-ce que le parquet national financier était en droit d'écouter toutes ces conversations privées pendant des mois? Alors oui, le parquet qui accuse Nicolas Sarkozy d'avoir utilisé des méthodes de voyou, et lui a répondu la voyoucratie, c'est de m'avoir moi placé sur écoute aussi longtemps, notamment pour des conversations aussi privées que celles que je peux avoir avec mon avocat. Alors qui a raison? Les deux peuvent avoir raison. On peut tout à fait penser qu'effectivement c'est bizarre pour un ancien président de la République d'être obligé d'ouvrir de fausses lignes sous un faux nom. Ça peut choquer. Et Nicolas Sarkozy est en droit aussi de s'interroger sur le fait qu'il était aussi longtemps placé sur écoute et que les écoutes de ces conversations avec son avocat aient ainsi été scriptées. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que Nicolas Sarkozy a contesté devant la justice ces écoutes. Il aurait voulu les faire annuler au nom du droit d'un client et de son avocat de parler de façon privée. La justice les a validées. Donc juridiquement, ces écoutes, elles ont été validées. Moralement, politiquement, on a le droit de se poser des questions. Ces écoutes, à l'origine, c'était dans le cadre de l'affaire libyenne. Est-ce qu'elles ont quand même permis d'avancer sur ce dossier? Bonne question. Alors, l'affaire libyenne, effectivement, c'est la plus lourde. C'est le soupçon que le colonel Kadhafi, donc un dictateur, ait pu financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Alors, ne me demandez pas si oui ou non Sarkozy a versé, on a parlé de jusqu'à 50 millions d'euros, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que l'instruction dure depuis 8 ans, maintenant pratiquement 8 ans. C'est très, très long. Ça fait donc des années que Nicolas Sarkozy est mis en examen et on ne voit toujours pas arriver à un procès. On peut s'interroger sur cette longueur. Les magistrats travaillent. Très récemment encore, ils ont remis Nicolas Sarkozy en examen pour association de malfaiteurs en bande organisée. Ils ont remis en examen son ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Ils ont remis en examen son ancien directeur de cabinet, Claude Guéant. Donc voilà, la justice travaille. L'affaire est très longue. On aura peut-être un jour la vérité. C'est pas moi qui vais vous dire maintenant si oui ou non Nicolas Sarkozy a reçu de l'argent du colonel Kadhafi. Entre-temps, il y a un autre rendez-vous judiciaire, c'est au printemps prochain, ça arrive vite. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Big Malion. Là, en deux mots, c'est que lors de sa deuxième campagne électorale présidentielle, celle qu'il a perdue contre François Hollande, Nicolas Sarkozy s'est établi à dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait le droit. À peu près 2 fois plus. On a le droit de dépenser 25 millions, en gros, dans une campagne présidentielle. Il en a dépensé le double. Et donc ça,
ça, c'est un des prochains rendez-vous judiciaires de Nicolas Sarkozy, assez difficile pour lui. Entre-temps, il y aura sans doute aussi eu le délibéré, le jugement du procès qui vient de se passer, l'affaire des écoutes. Donc sur l'agenda de Nicolas Sarkozy, il y a quand même encore beaucoup de rendez-vous à venir. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.